Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence midi intitulée « Agir sur les changements climatiques, solutions des chercheurs canadiens ». Mon nom est Paul Hallé. Je suis professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement. Je suis très heureuse que la chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement se soit associée à l'Institut EDS pour accueillir aujourd'hui Catherine Potvin, notre collègue professeure au département de biologie de l'Université McGill, qui est parmi nous pour nous présenter l'initiative intitulée « Dialogue pour un Canada vert », dont elle est l'instigatrice et la porte-parole. Dans le cadre de cette initiative, la professeure Potvin a mobilisé plus de 60 universitaires canadiens dans la production d'un rapport qui a été rendu public la semaine dernière, le 19 mars, je crois. Et ce rapport qui porte le titre de notre conférence de ce midi, à savoir « Agir sur les changements climatiques, solutions des chercheurs canadiens », dans lequel ces chercheurs proposent une gamme d'options basées sur la science, enfin, dirais-je, d'encourager la transition du développement au Canada vers un développement plus durable, notamment en termes de réduction des émissions de GES, et cela en formulant le souhait de voir le pays cesser de creuser son déficit de durabilité lorsqu'on le compare à d'autres États qui sont beaucoup plus proactifs face à ces importants enjeux environnementaux. Les dialogues pour un Canada vert représentent une contribution importante des universitaires qui doit être saluée. Et on peut espérer que ces dialogues seront bien entendus, seront discutés à travers le Canada cette année 2015, qui est une année, vous le savez, d'élections fédérales, et une année également très importante au sujet des changements climatiques avec la prochaine COP qui aura lieu à Paris. Ma collègue Catherine Potvin cumule de nombreux titres. Elle est, comme je le disais, professeure au département de biologie de l'Université McGill. Elle est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les atténuations des changements climatiques et la forêt tropicale. Elle est fellow de l'Institut Trottier en sciences et politique publique et chercheur associée à l'Institut EDS. Elle est, vous le comprendrez, l'auteur de nombreuses publications et elle a une expertise très variée. Il a été convenu avec elle qu'aujourd'hui, elle nous entretienne des dialogues pour un Canada vert ainsi que du rapport qui a été rendu public pendant une période de 30 minutes. Suivra une période de questions de 30 minutes, à laquelle période de questions se joindront Monsieur François Anctil, professeur au département de génie civil et de génie des eaux à la Faculté des sciences et génie de l'Université Laval. Professeur Anctil est également responsable de la chaire de recherche EDS en prévision et action hydrologique et, vous le savez, il est directeur de l'Institut EDS. Se joindront à eux Monsieur André Potvin, qui n'est pas de la même famille que ma collègue Catherine Potvin, qui est professeur à l'École d'architecture de l'Université Laval et membre de l'Institut EDS. M. Potvin s'intéresse plus particulièrement à l'adaptabilité environnementale en architecture. Ses plus récents projets portaient sur l'architecture adaptative et l'œil créatif. Plusieurs de ses réalisations furent primées, dont notamment en collaboration avec des collègues, des prix pour le pavillon Kruger de l'Université Laval, que nous aimons bien. Je les remercie tous les trois d'être parmi nous aujourd'hui et je cède maintenant la parole à Catherine Potvin pour 30 minutes et je vous reviens avec la période de questions. À plus tard. C'est un plaisir puis un honneur d'être ici pour présenter ce rapport. C'est le début pour moi d'un genre de tour. Je me prends presque pour Diane Dufresne, là, avec une moins belle voix, parce que vraiment, je vais aller un peu partout au Québec, au Canada. Demain, je vais être à Matane, vendredi à Toronto. Mais c'est le fun de commencer par la ville de Québec, parce que c'est Québec, mais aussi parce que je suis un partenaire de longue date avec l'Institut EDS et qu'il y a des collègues de l'Institut et de l'Université qui nous ont aidés.
J'en profite pour souligner le fait que nous pensons que derrière cette initiative-là, il y a aussi un message important à envoyer, qui est que nous, les chercheurs, on sert à quelque chose et qu'on peut pas juste couper dans les universités et puis bâillonner les scientifiques des gouvernements parce qu'à un moment donné, il y a un déficit d'évidence. Et c'est un peu le pari, c'est pas le pari principal, donc c'est pas là-dessus que je vais axer mon propos, mais je tenais à le souligner au départ. On pense aussi... On pense aussi que les universitaires, et ça inclut les étudiants et les professeurs, on est un formidable réseau de diffusion. Et donc, je vais finir en demandant votre collaboration. Puis juste une petite anecdote, on a eu une très, très belle couverture médiatique, malgré le fait que la personne qu'on voulait engager pour suivre les médias avec nous a dit qu'on était indéfendable et elle a donc renoncé. Et c'est vraiment la coopération des chercheurs d'un océan à l'autre qui a fait qu'on a fait la première page du Vancouver Sun, mais aussi du Devoir. Alors, si je réussis à vous enthousiasmer, j'espère que le travail qu'on fait va être démultiplié par 50 à partir de cet après-midi. Alors, voici notre très belle page couverture. Il y a quelques exemplaires du petit document court sur la table rouge et j'ai amené des clés USB. Ça se peut que l'image soit écrite en anglais, mais le contenu est en français. Je suis professeure à McGill quand même, alors je peux pas toujours faire ce que je veux. Alors, le document au complet et la version courte sont dans les clés USB. Vous êtes les bienvenus de les apporter chez vous. Je vais faire une petite mise en contexte que je veux rapide puisque Paul m'a donné une demi-heure. Alors, le régime climatique, c'est quelque chose qui a impliqué les pays du monde entier et qui date de 1992. Dans la grande conférence de Rio, les pays se sont engagés à faire face aux grands enjeux de l'environnement, le changement climatique, la perte de biodiversité et la désertification. Et on se rappellera peut-être que le Canada était vraiment un pays à l'avant-garde de tout ce travail avec la personne qui a finalement bâti cette convention-là, qui était un Canadien. Ensuite, autre heure de gloire, sans doute, pour le Canada dans les négociations climatiques, la conférence de Montréal en 2005, qui était la première conférence du protocole de Kyoto, il faut le rappeler, et donc où le Canada a joué un rôle de leadership important. En 2005, à Montréal, le gouvernement du Canada et les autres pays se sont engagés dans une nouvelle piste de négociation. Cette piste-là visait à remplacer le protocole de Kyoto par un autre protocole ou un autre entente internationale qui serait plus globale, mais qui satisferait les besoins différenciés des pays développés et en voie de développement. Et à Montréal, en 2005, on s'est entendu pour se retrouver à Copenhague en 2009 pour cet accord-là. Et cette conférence de 2009 a été un échec. À 2009, à Copenhague, et j'y reviendrai, on s'est simplement dit « on se reverra dans 6 ans à Paris », d'où l'importance de l'année 2015. Et juste un tout petit peu de mathématiques, entre 2005 et 2015, il y a 10 ans, finalement, on pourrait dire 10 ans d'inaction climatique, et c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre. Alors, notre initiative cible le Canada. On peut dire facilement au Canada, oui, mais on n'est pas beaucoup d'émissions, 3% plus ou moins des émissions du monde, c'est rien, mais on est quand même le 10e plus important émetteur au niveau planétaire. C'est sûr qu'on émet moins que la Chine, c'est sûr qu'on émet moins que les États-Unis, mais encore une fois, on est numéro 10. Et si on regarde, et ça, le petit panneau qui est le petit inséré ici, j'ai pas de souris, alors vous le cherchez vous-même, avec les barres, c'est les émissions per capita. Alors, les émissions per capita les plus élevées au monde, c'est l'Amérique du Nord, donc les Canadiens. Donc, on fait pas un bon travail dans la lutte au changement climatique. Ça, c'est une image, on dit une image vaut 1000 mots, qui représente, selon moi, où est-ce qu'on s'en va actuellement si on continue dans le même niveau d'ambition au niveau de l'atténuation que l'ambition qu'on a sur la table. Donc, on s'enligne vers une concentration de dioxyde de carbone de plus que 550 parties par million au début du prochain siècle.
Et ça, selon les chercheurs, ça va vraiment nous engager dans une catastrophe climatique. La petite photo en bas pour vous à droite, c'est pour expliquer pourquoi une écologiste tropicale comme moi défend maintenant un plan d'action climatique au Canada. Alors, en 2005, à Montréal, il y a un item qui est arrivé dans la négociation internationale qui était réduire le déboisement comme une façon d'atténuer les changements climatiques. Alors, ça, c'est quelque chose que je connais. Réduire le déboisement dans les tropiques, ça, c'est ma vraie job. Et donc, le Panama m'a fait l'honneur de me nommer négociatrice à la Convention des changements climatiques, poste que j'ai gardé pendant 7 ans. La photo où je suis en train de parler avec l'équipe du Guatemala, c'est une photo qui a été prise à Copenhague, la nuit où le régime climatique mondial s'est écroulé. Moi, j'y étais comme négociatrice et c'est certainement très émotif pour moi d'avoir décidé de parrainer le projet canadien. C'est ma propre réponse au fait que je l'ai vécu, cet échec de Copenhague, en direct, et je suis pas prête à en vivre un autre à Paris cette année. Alors, le GIEC a émis son rapport l'année dernière. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Et parmi les résultats intéressants du GIEC, ils ont fait des scénarios climatiques, c'est-à-dire qu'ils ont pris différents scénarios d'émissions et ils ont regardé si on émet autant de dioxyde de carbone, qu'est-ce que ça va avoir l'air pour le climat mondial. Et ils nous ont proposé 4 scénarios. Les scénarios sont regroupés sur le graphique que vous voyez ici. En bas, vous avez 2 scénarios qui permettraient de limiter l'augmentation de la température autour de 2 degrés Celsius au début du prochain siècle. Et les 2 autres scénarios, c'est des scénarios où les mesures d'atténuation sont moins importantes et donc qui vont mener à des augmentations de la température qui sont beaucoup plus importantes. On pourra, à la période de questions, si ça vous intéresse, essayer de voir pourquoi le 2 degrés Celsius, mais sachez cependant que c'est une des choses à laquelle les pays se sont engagés, même le Canada s'est engagé à ça, limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius. Dans le cadre de notre travail pour le rapport Agir sur les changements climatiques, le consortium Ouranos nous a fait des simulations climatiques pour nous montrer un petit peu le climat possible de l'avenir au Canada. La carte qui est jaune, ça c'est le 2e scénario le plus ambitieux d'atténuation du GIEC. Okay? Donc, on travaille très, très fort pour atténuer nos émissions. Et le scénario de droite, c'est on ne fait rien, on continue comme maintenant. Vous voyez donc que l'action climatique aura un impact. C'est sûr qu'il va y avoir un réchauffement, mais le réchauffement va être différent dans son intensité si on agit ou si on n'agit pas sur les changements climatiques. Alors, les personnes qui disent « il est trop tard », oui, c'est sûr, il est trop tard. Regardez, moi, j'ai 57 ans. Des fois, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans le cou, j'ai mal partout. On revient pas en arrière, on rajeunit pas. Donc, il y a des choses qui ont été faites à la planète, on les rajeunira pas. Mais on peut cependant limiter les dégâts. Hein? C'est pour ça que moi, je mange pas trop gras, puis je fais de l'exercice, etc. J'essaie de vieillir moins vite. Alors, l'analogie, c'est pour vous faire comprendre que ceux qui disent on ne peut rien faire, ce n'est pas vrai. On peut et on doit faire quelque chose. Alors, les scénarios que nous, on a privilégiés ici, ça serait suivre la 2e courbe bleue, la courbe bleue pâle. Ça serait formidable que soudainement les pays disent à partir d'aujourd'hui, on n'émet plus rien, mais c'est peu probable. Donc, on est des chercheurs, on est des personnes qui sont assez réalistes et nous pensons que avec un petit peu de bonne volonté, il est possible de suivre la courbe qui est ici en turquoise, qui appelle à une réduction importante des émissions, de façon à ce que le plafonnement des émissions soit au milieu du siècle et ensuite soit réduit. Et ça permettrait encore une fois de correspondre à la carte vert-jaune que je viens de vous montrer. Qu'est-ce qui nous fait penser que c'est possible? Bien, il y a des grands changements sur le plan international et je salue le plus important pour moi qui est l'entente Chine-États-Unis. Alors, les États-Unis ont doublé l'ambition de leur cible de réduction. Ils sont passés de 17 à 28%
de réduction d'émissions, alors que la Chine a décidé qu'ils s'engageaient de plafonner leurs émissions à partir de 2030. Et ça, c'est vraiment historique. C'est les deux pays qui émettent le plus au monde et c'est eux qui ont décidé là, d'aller de l'avant. Maintenant, si on prend une perspective du monde des affaires, c'est sûr qu'à partir du moment où la Chine et les États-Unis s'en vont vers une décarbonisation de leur économie, laissez-moi vous dire que c'est vers là que ça va aller parce qu'on achète beaucoup de choses en Chine. On pense souvent, et le Canada, c'était un petit peu, dans les dernières années, établi sa position en disant « il faut que les autres avancent. Moi, je ne ferai rien. » Alors, je veux, évidemment, je suis une écologiste tropicale, vous parler aussi du Brésil. À Copenhague, le seul président qui avait un peu de vision et de charisme, selon moi, c'était le président Lula de l'époque du Brésil. Et lui s'était engagé à Copenhague à réduire le déboisement au Brésil, dans l'Amazonie, de 80% pour 2020. C'est gigantesque, hein? C'est comme dire, on va limiter les sables bitumineux de 80% en 2020. Et ils l'ont fait. Déjà, le Brésil a réduit le déboisement de l'Amazonie de 72%. C'est fantastique. Et c'est évident que c'est des actions qui ont un impact énorme sur la société, sur l'économie du pays. Donc, c'est possible d'agir. C'est important pour moi de vous montrer ça parce que quand j'ai vu ces résultats-là, j'ai parlé avec des collègues brésiliens et j'ai dit « Comment avez-vous fait? » Et ce qu'on m'a répondu, c'est le gouvernement, les chercheurs, le secteur des affaires et les ONG se sont mis à coopérer vers le but qui était un déboisement réduit de 80% en 2020. Et donc, c'est vraiment la philosophie derrière le dialogue pour un Canada vert, c'est de dire on va mettre des solutions sur la table et on invite les autres secteurs de la société à travailler avec nous. C'est un problème à long terme, c'est un problème de société. C'est pas un problème de parti politique, ça doit être transversal à tous les partis politiques et tout le monde doit mettre l'épaule à la roue. Une des bonnes nouvelles, une bonne action du Canada, mais oui, c'est le Fonds vert sur le climat. Le Fonds vert sur le climat, c'est le fonds dans lequel les pays développés donnent de l'argent pour aider les pays en voie de développement dans la transition. Et cette année, en novembre, le Canada a déposer de l'argent dans ce fonds-là à la hauteur des attentes, 300 millions de dollars, je crois. Donc, le Canada, au niveau du transfert financier, a fait un bon coup. Maintenant, si on continue à regarder le Canada, c'est un graphe qui vient de notre rapport qui illustre les émissions de gaz à effet de serre au Canada selon les données d'Environnement Canada. Donc, vous voyez que nos émissions ont eu un pic en 2007, une très légère diminution de plus. Mais les deux lignes, c'est les lignes sur lesquelles je veux attirer votre attention. En rouge, c'était l'engagement du Canada quand le Canada était membre du protocole de Kyoto. Et en orange ou en jaune, c'est l'engagement du Canada actuel pour 2020. Et il est maintenant reconnu, le gouvernement fédéral reconnaît que le Canada ne réussira pas à rencontrer ses obligations de réduction. Donc, le Canada est le pire pays développé au monde quant à la lutte au changement climatique. Évidemment, le Canada, c'est multiple. Le Canada est décliné en provinces et les provinces ont différentes réactions. Alors, c'est encore une fois des données officielles du gouvernement fédéral. Les émissions par province, à partir de 1990 jusqu'en 2011. Alors, il y a certaines provinces, comme l'Ontario en particulier, où les émissions ont beaucoup diminué. C'est la signature la plus importante sur les émissions et c'est dû au fait que l'Ontario a décidé de fermer ses centrales d'électricité au charbon. Et on voit bien sûr que l'Alberta est la province qui tire les émissions vers le haut. Alors, les émissions canadiennes de gaz à effet de serre, c'est des émissions qu'on peut attribuer à différents secteurs. Le gaz et le pétrole, 25% ensuite. Le deuxième secteur d'importance, c'est le transport. Dans ce graphique-là, on a séparé transport routier avec les autres formes de transport. Alors, c'est définitivement des secteurs auxquels il faut s'attarder si on veut mettre sur pied ce que nous voulions, c'est-à-dire un plan d'action climatique pour le Canada.
Et on a aussi regardé l'énergie totale consommée au Canada et vous voyez que les combustibles fossiles, les hydrocarbures, représentent malgré tout la plus grande partie de l'énergie que les Canadiens consomment. Hein. Entre pétrole et gaz naturel, c'est marquant. Alors, c'est sûr que la solution va passer par une diminution de ce type d'énergie-là. Puisqu'on est dans une université, peut-être que vous êtes intéressé par le processus comme tel. D'abord, c'est 2 ans de travail. C'est pas quelque chose qu'on a écrit en 3 jours. On a amassé plusieurs sources d'informations. On a regardé des grands rapports internationaux. On a regardé des plans d'action de d'autres pays. On a bien sûr utilisé les savoirs de nos membres. On a fait aussi une enquête Delphi. Ça, c'est des questionnaires en boucle où les gens évaluent les réponses qu'on reçoit pour bâtir un consensus autour des grands axes d'orientation de notre document. Ensuite, on a volontarisé un comité de rédaction. On a eu plus que 30 chercheurs qui se sont portés volontaires pour écrire des parties du document. Le document a été revisé, puis j'ai mis tout ça ensemble et on a utilisé la bonne vieille méthodologie scientifique. Une fois que notre document a été écrit, on l'a envoyé à tous les autres membres de notre regroupement, c'est une trentaine, et à 10 autres chercheurs qui avaient rien à voir avec nous. Leurs commentaires ont été intégrés par un petit comité de revision et il y a un chercheur de l'Université de Toronto en Sciences Po qui s'était porté volontaire pour être le chef de l'évaluation. Alors lui, il a relu tout ça avec une fois qu'on avait modifié le document pour donner son sceau d'approbation. Donc, ça a été un processus quand même assez rigoureux et le document, effectivement, s'est amélioré énormément. Je tiens à saluer l'apport de certains collègues qui vraiment, à pied levé, comme M. Anctil, ont eu 5 jours pour contribuer à une section déficiente ou manquante. Alors, c'est pas le seul. Il y a eu beaucoup d'intérêt et de participation. Et notre but, c'est d'en faire un livre blanc qui sera soumis au gouvernement à l'automne. Il y a une campagne électorale fédérale, je vous le rappelle, à l'automne. Alors, le moment n'est pas un hasard. Et ce livre blanc-là, on cherche à recueillir des appuis. Donc, vous pouvez endosser notre document en ligne comme si c'était une pétition. Mais aussi, on a invité certains partenaires à commenter notre rapport. C'est-à-dire, on va recevoir des soumissions qui vont dire, on est d'accord avec ça, on pourrait améliorer cette façon-là, etc. Donc, ça va devenir un document qui va vivre, on espère que la société va porter. Alors, on est très fiers de dire qu'on a des chercheurs dans les 10 provinces du Canada. C'est pas toujours été facile. L'Alberta, il y a beaucoup de peur dans cette province-là. On salue les chercheurs courageux qui se sont joints à nous. Le document est organisé en 3 grandes sections de contenu. Un préambule, c'est dont je vous ai parlé actuellement. Ensuite, nos propositions d'action. Et la 3e partie, je sais que M. Anctil va se sentir à l'aise d'en parler, qui est de dire cette transition vers une économie basse en carbone, elle doit se décliner dans un cadre beaucoup plus large d'un développement durable. Et donc, on parle dans cette partie-là d'agriculture, de pêche, de foresterie et de gouvernance, bien sûr. Alors, nous nous sommes tous entendus, les chercheurs qui ont contribué à ça, et on est 70, 60 plus 10 évaluateurs externes et 60 membres. On s'est tous entendus dire que le Canada devrait adopter une cible de 80% de réduction de ses émissions pour la moitié du siècle, et nous pensons que, pour une fois, ça serait une bonne idée de suivre les États-Unis et d'adopter à court terme la même cible de réduction que ce que les États-Unis proposent. La première, nous avons décidé d'organiser notre document autour de ce qu'on appelle des orientations stratégiques. Et je vais y revenir un petit peu après. Les orientations stratégiques, c'est-à-dire, on en présente 10 et on dit, selon nous, ce sont des orientations universelles. Elles peuvent s'appliquer à une ville, elles peuvent s'appliquer à une province, elles peuvent s'appliquer au pays au complet. Si on adoptait ces 10 orientations stratégiques-là, la transition pourrait se faire. Mais évidemment, la façon de décliner chacune des orientations stratégiques va dépendre de la province et va dépendre possiblement du pays, des choix de société. Le Québec et l'Alberta ne sont pas au même point dans cette transition-là. Cependant, les orientations stratégiques s'appliquent dans tous les cas.
Pour nous, le premier, c'est important. Ici, au Québec, ça fait peut-être pas bondir personne puisque nous, on l'a déjà. Mais on pense qu'il faut établir un prix sur le carbone, que ce prix-là doit être national. Il n'est pas juste pour les provinces qui ont un prix sur le carbone comme la Colombie-Britannique et le Québec que les autres provinces n'en aient pas un. Et il ne serait pas juste non plus qu'une province ait un prix plus élevé pour le carbone que l'autre. Ça, c'est pour créer un terrain de jeu équitable, le même, à travers les provinces. C'est ce qu'on appelle une condition préalable. On pense que c'est le bon vieux principe, le pollueur paie. Si t'émets, tu payes. C'est la même chose que les cigarettes. Hein. On demande un prix, une taxe sur les cigarettes, puis après ça, on s'en sert pour payer les frais de santé associés à ces maladies-là. Alors, pour nous, c'est sine qua non. Encore une fois, au Québec, c'est pas intéressant tellement peut-être, mais c'est une discussion à avoir dans d'autres provinces. On a créé cette magnifique carte des énergies renouvelables du Canada avec Globaya, qui est une petite boîte formidable de Montréal. On voulait une image inspirante. On espère que vous la ferez rouler sur les réseaux sociaux et que tous les profs qui vont parler de durabilité au Canada l'utiliseront. J'étais très heureuse parce que le directeur du département de géographie de McGill, qui est un géographe physique, m'a dit que c'est la meilleure carte qui existe au Canada des énergies renouvelables. C'est une carte qui a été faite avec des vraies données géoréférencées. Toutes les données viennent de Ressources naturelles du Canada. Et ce que ça montre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des pipelines partout dans le pays quand il y a une telle profusion de ressources renouvelables. Alors, on a plutôt choisi ici de mettre, les petites lignes blanches, là, c'est le réseau électrique. Et la colonne vertébrale de notre proposition, c'est de dire il faut arrêter de concevoir notre électricité comme un marché vers les États-Unis. Il est temps d'encourager la coopération interprovinciale en électricité. Et cette électricité-là nous permettra d'arriver à une électricité 100% neutre en carbone d'ici 20 ans. La clé de tout ça, c'est qu'on a 4 régions qui produisent de l'hydro. C'est la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Québec, le Labrador, donc fort bien situés à côté de provinces qui n'ont pas d'hydroélectricité. Et les ressources en solaire et en éolienne ne sont pas placées au même endroit que les ressources d'hydroélectricité. Si vous suivez un peu les débats énergétiques, l'Allemagne, qui est vraiment en tête de file dans l'énergie verte, son grand problème, c'est le storage, hein, le solaire ou le vent. Ça arrête. Un moment donné, il ne vente plus, puis il ne fait pas soleil, ça, on le sait. Alors, donc, le problème, c'est quand il ne fait pas soleil, puis quand il ne vente pas, qu'est-ce que tu fais? Alors, nous, ce qu'on dit, c'est pas très compliqué au Canada parce que à ce moment-là, l'hydro devient notre grande batterie. Parce qu'on peut toujours, si on a des connexions intelligentes dans notre connexion électrique, quand le vent n'est pas là, on utilise l'hydro. Quand le solaire n'est pas là, on utilise l'hydro. Donc, on est capable de court-circuiter le problème de l'emmagasinement. Et au niveau technologique, c'est quelque chose qui ne devrait pas être compliqué. On est à Québec. Je tiens à rappeler que le Québec a déjà rêvé. J'ai parlé avec des gens d'Hydro-Québec des années 70. On m'a dit que quand on avait fait la Grande et qu'on avait décidé d'aller le vendre aux États-Unis, on n'avait aucune ligne de haute tension qui pouvait relier le Québec aux États-Unis. Mais on a dit, on va faire la Grande, puis on va inventer les lignes de haute tension, puis on va la vendre, notre électricité, aux États-Unis. Alors, ce qui semble manquer beaucoup à l'heure actuelle, c'est la possibilité de nous laisser rêver un avenir au lieu de nous imposer un avenir qui est soi-disant irréversible. Alors, donc, on espère que vous la trouvez inspirante. Moi, je la trouve très belle. J'ai rien à faire avec, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux le dire. Alors, donc, on pense que c'est très important maintenant, et notre deuxième orientation stratégique, c'est de miser sur l'électricité. Donc, pour renverser cette carte de l'usage, vous avez vu l'usage d'énergie qui est un usage principalement de combustibles fossiles et d'hydrocarbures, on pense qu'on doit électrifier. Puis au Québec, où on a déjà une électricité qui est sans émission presque de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'on pourrait être à la fine pointe de l'innovation, parce que nous, on pourrait déjà, puisqu'on n'a pas besoin de rendre notre électricité propre, on pourrait déjà électrifier nos transports, électrifier nos industries, électrifier nos bâtiments, et ce faisant, on aurait la chance au Québec d'être vraiment à la fine pointe de l'innovation, puis après ça, de vendre toutes nos solutions aux autres provinces. Ça me semblerait une bien bonne idée.
Alors, on propose aussi que le changement qu'on demande, 80% de réduction dans 2050, c'est vraiment une transition comme la transition, disons, qu'il y a eu dans les réseaux de communication. Moi, j'ai écrit ma thèse de maîtrise sur un dactylo. Ma petite fille, elle a 4 ans, puis elle ouvre des iPads avec ses doigts. On ne pouvait pas le savoir quand j'ai fait ma thèse de maîtrise, que maintenant, on a écrit un document pan-canadien sans jamais se voir en travaillant par Internet et par Skype. Donc, la transition, il va y avoir, si on crée les conditions d'innovation, il va y avoir cette possibilité-là. Donc, on ne sait pas où elle va nous s'en aller. Ce qui est le plus important, c'est de commencer maintenant, puis de se dire, dans 35 ans, c'est là où on veut être, 50% de moins. C'est pareil si vous êtes des étudiants en médecine, vous vous êtes dit, je veux être médecin quand vous aviez, je ne sais pas moi, 14 ans, puis que vous étiez au début de votre secondaire, puis là, vous êtes rentré au cégep en vous disant, je vais avoir des bonnes notes parce que je vais m'en aller en médecine. C'est ça qu'on parle d'objectifs à long terme, et pour nous, c'est absolument fondamental de faire comprendre ça. Il n'y a pas une pilule miracle. C'est un travail, on va le réévaluer, on va avancer, mais il faut dès maintenant commencer à se diriger vers cette cible-là. Les 10 orientations politiques, vous pourrez les lire dans le document. Notre document est en ligne, alors je vais les passer sous silence. Je vais simplement en mentionner 2 parce que ici, mon collègue André Potvin a contribué beaucoup aux recommandations qu'on a sur le secteur du bâtiment. Et de même façon, M. Anctil a contribué beaucoup à la partie de notre document qui parle de la qualité de l'eau. Évidemment, sachant que Mme Paul Allais allait être le maître de cérémonie, on ne pouvait pas ne pas parler de gouvernance. Alors, nous avons toute une section qui parle de la gouvernance et aussi de la gouvernance avec les Premières Nations, qui est très importante. Et en terminant, je vais vous dire que ce travail-là, nous avons décidé tous de le faire pour eux et elles, parce que c'est l'avenir. Et quelqu'un nous avait dit, c'est pas mal niaiseux de mettre ça, là, dédié un rapport de scientifique à des petits-enfants, mais nous, on pense pas que c'est niaiseux parce que c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait, ce travail-là. Et d'ailleurs, la femme qui a fait la carte des énergies renouvelables, elle a travaillé comme une dingue et à un moment donné, je lui ai dit, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour te remercier. Et le message, c'était Adèle 2 mois. Alors, c'est maintenant où je vais vous demander votre appui. Donc, l'ACFA, c'est un partenaire avec nous. On les salue et on les remercie. On en est très heureux. Sur le site de l'ACFA, vous pouvez aller commenter notre rapport action par action ou au complet si ça vous intéresse. Encore une fois, vous pouvez le signer, l'endosser comme une pétition et c'est sûr qu'on espère, des fois on peut rêver, hein, c'est possible, 100 000 signatures en septembre prochain pour notre livre blanc pour dire au gouvernement que vraiment les Canadiens veulent ça. Et aussi pour démontrer que les universitaires, on est une force et qu'on est capable de disséminer un savoir utile. Alors ici, là, vous avez tout pour nous suivre, notre site Internet, puis on a une page Facebook, on a des gens qui s'occupent des réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup.